Alors bonsoir, excusez-nous de ce petit délai et j'ai l'honneur ce soir de vous présenter les différents intervenants de cette table ronde. Je parle en lieu et place de Sylvain Amic qui est à l'initiative de cette table ronde. C'est le directeur de la Réunion des musées de Rouen et il est en chemin, pris par les embouteillages. Donc il va nous rejoindre. La table ronde a pour objet la puissance des expositions, responsabilité des musées du XXIe siècle. Et nous avons souhaité réunir autour de cette table pour aborder cette question qui est un vrai débat de la société civile et qui fait écho à l'argument de Rouen. On va vous expliquer de quoi il s'agit. Nous avons donc ici à ma gauche Sophie Ovanessian, qui est la secrétaire générale de la Fondation Pinault. Ensuite, monsieur Jean-Luc Martinez, le président-directeur du musée du Louvre, monsieur Chounier, qui est le président du MUCEM, et enfin Adrien Laroche, qui est conseiller auprès du directeur de l'Institut national d'histoire de l'art et qui a participé à l'organisation des arguments de Rouen, dont aujourd'hui nous proposons une sorte d'écho. C'est un partenariat entre la Réunion des musées de Rouen et l'Institut national d'histoire de l'art. Donc je vais rapidement passer la parole à Adrien Laroche qui va vous expliquer le procédé ou l'objectif et la philosophie des arguments de Rouen et ensuite nous rentrerons dans le vif du sujet. Merci Annick. Bon, c'est vraiment au pied levé. Sylvain Amic est donc dans les embouteillages. Il m'a demandé de présenter rapidement les choses. En réalité, je suis arrivé à l'Institut national d'histoire de l'art il y a 1 an et j'ai pris en cours déjà, au pied levé, le premier argument sur lequel planchait Sylvain Amic. Et donc, on a commencé à travailler ensemble l'été dernier, il y a exactement 1 an. Et là, on prépare les prochains arguments qui auront lieu en octobre prochain. La volonté d'Éric de Chassey, c'était d'ouvrir la maison INHA, de faire s'ouvrir aussi la discipline de l'histoire de l'art et surtout de poser des questions au moyen de l'histoire de l'art qui intéressent la société dans son ensemble et qui ne sont pas forcément des questions d'esthétique ou bien alors l'esthétique comprise, comme vient de le dire Didier Huberman, comme politique. Et donc on a fait on a commencé à réfléchir à ces questions donc l'été passé et ça a donné lieu aux premiers arguments effectivement auxquels j'ai assisté qui s'intitulaient, c'est moi qui trouve les titres en fait, puissance des expositions, responsabilité des musées, et je vous donne tout de suite le titre du prochain argument qui aura lieu en octobre à la rentrée, qui s'appellera de l'émergence de la question du genre dans les musées, penser, concevoir l'émancipation. Donc c'est des titres un peu ronflants, mais en fait derrière c'est pour essayer encore une fois de faire que l'histoire de l'art s'empare de grandes questions politiques, éthiques, esthétiques. Bon, la question de l'argument donc de l'année dernière, et puis je termine, puissance des expositions, responsabilité des musées, c'était en fait sur l'opposition entre collection et exposition, et donc la question de la responsabilité du directeur du musée par rapport à ces 2 options, mais ça je vais vraiment laisser nos intervenants en parler beaucoup mieux que moi. Une dernière chose peut-être sur les arguments, ce qu'on souhaitait aussi, c'est que ça s'adresse donc pas seulement aux spécialistes, je pense que c'est un petit peu comme le festival de Fontainebleau, on ne s'adresse pas qu'aux historiens d'art, on s'adresse encore une fois à la société, et de même les intervenants n'étaient pas tous des historiens d'art, on fait venir des artistes, on fait venir des directeurs de musées, donc évidemment, et ça sera la même chose le 10 octobre prochain, pour la question de l'émancipation et du genre dans les musées. Voilà, je m'arrête là, mais en tout cas, c'est un très beau partenariat entre l'INHA d'une part et la Réunion des musées métropolitains de Rouen d'autre part, et on aimerait, je le dis au passage, on aimerait faire ça dans d'autres villes et avec d'autres musées, avec d'autres partenaires. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et vous parler de vos initiatives sur ces questions. Merci beaucoup Adrien. Donc on va rentrer...
dans le vif du sujet, qui était la dialectique entre exposition temporaire et collection permanente. On le sait, le public plébiscite les expositions, les grandes expositions. Les artistes phares amènent les foules dans les musées qui proposent ce type d'exposition. Et nous allons tenter d'aborder cette question en questionnant d'abord la question le constat. Est-ce que vous êtes tous d'accord et comment vous voyez et considérez le succès des expositions temporaires? Pourquoi ce succès? Est-ce qu'on doit uniquement penser à faire des expositions qui vont amener un très grand public ou pas? Quel est le rôle des expositions temporaires dans la recherche en histoire de l'art également? Et quel constat faites-vous avec la différence entre un établissement public et une fondation privée? Est-ce que les objectifs, la philosophie et les moyens sont les mêmes? Ensuite, on peut aussi aborder des questions très pratiques sur le coût de telles expositions, surtout les grandes expositions ou les expositions d'art contemporain avec les questions des assurances, du transport, des frais. Comment voyez-vous cette situation-là avec cette production et évolution de plus en plus importante des expositions qui maintenant conditionnent un peu la vie d'un musée ou d'une fondation privée? Alors, est-ce que c'est un constat partagé par vous trois? Et comment voyez-vous ces expositions temporaires et leur succès ou leur nécessité? Je vais bien commencer. Oui, bien sûr. Je pense qu'on peut... bien sûr, il y a une histoire des expositions, une histoire des musées qui est commune, mais je crois que chaque musée a une relation particulière chaque institution a l'exposition et a ses collections, parce qu'on a des histoires différentes. Je vous dis ça parce que on doit constater en effet que les expositions qui étaient rares ou très exceptionnelles dans les années 30 ou dans les années 50-60 sont devenues très abondantes dans les années 80-90 et pléthoriques aujourd'hui. Donc ça, c'est un constat, je pense qu'on peut partager, au point que quand on imagine un sujet d'exposition, on découvre toujours que cette exposition a existé quelque part ailleurs, voilà, et quel que soit le sujet. Donc d'abord, ça rend modeste, donc on n'invente pas grand-chose. Mais une fois qu'on a dit ça, donc le deuxième constat que je voudrais faire devant vous, c'est que face à cette expomania, on a même appelé ce phénomène ainsi, donc il y a un phénomène aussi qui est né en même temps, c'est le fait que l'exposition crée l'exposition. C'est-à-dire que les œuvres qui apparaissent, qui circulent, qui apparaissent dans les catalogues, du coup on a l'impression qu'elles sont disponibles. Et on voit de plus en plus une partie des expositions qui ne font que reproduire, pas toutes, mais qui ne font que reproduire ou reprendre donc des thèmes, des œuvres, parce qu'on sait qu'elles circulent. Et le phénomène qui est né face à cela, c'est une forme de prise de conscience, et ça je ne sais pas si c'est partagé, d'une forme d'écologie des œuvres d'art. Que les œuvres d'art, et je pense qu'on en est là, que les œuvres d'art ne vont pas pouvoir supporter ce qu'elles ont supporté les 60 dernières années. C'est-à-dire que les œuvres d'art n'ont pas bougé, ou pratiquement pas bougé, pendant des siècles. Et puis subitement, elles ont bougé de plus en plus. Et on pense que, enfin personnellement, je pense que les très grandes expositions où on rassemble toute l'œuvre d'un peintre, par exemple, voilà, ça c'est derrière nous, et qu'on ne fera plus cela. Pour des raisons écologiques tant qu'économiques. Donc je ne sais pas si mes collègues partagent ce point de vue, mais on est la génération face à cette question-là. Et cette responsabilité-là. Donc, autrefois, on faisait très facilement, très facilement, il fallait avoir la force de conviction, le caractère de vouloir réunir, par exemple, toute l'œuvre de Poussin. Aujourd'hui, plus personne ne songe même à rassembler toute l'œuvre de Poussin. Je donne cet exemple-là parce que donc on est sous l'ombre tutélaire de Pierre Rosenberg, mais c'est un exemple que je voudrais citer. Donc, je suis pas sûr que le constat soit aussi partagé que cela, parce qu'il y a ensuite différentes catégories. Je me permets de dire qu'au musée du Louvre, nous ne pourrions, et j'ai scandalisé en interne, et j'ai exprès d'être provocant, nous ne pourrions ne pas faire d'exposition.
Pourquoi je dis cela comme cela ? Parce qu'en effet, vous le savez, si on prend un chiffre de fréquentation, celui de l'année dernière, 8 100 000 personnes, donc nous n'avons pas besoin qu'il y ait plus de gens qui viennent. Donc nous ne sommes pas dans cette démarche-là. Ce n'est pas de la présomption de ma part, hein, c'est tout simplement parce que le grand tourisme nous donne une liberté que d'autres institutions n'ont pas. C'est-à-dire que que nous fassions des expositions, que nous ne fassions pas d'expositions, ça ne change pas l'attractivité du musée du Louvre, puisque je vous rappelle que de 70 à 75% des visiteurs du Louvre viennent de l'étranger et qu'ils ne viennent pas voir des expositions au Louvre, ils viennent voir les collections permanentes. Donc le musée du Louvre, de ce point de vue-là, n'est pas caractéristique, puisqu'il n'est pas un musée qui attire son public par les expositions, il attire son public, et j'y suis personnellement pour rien, donc par les collections permanentes. Donc ça nous donne une position, une posture, je dirais même, donc qui est l'inverse de beaucoup de mes collègues qui peuvent faire des expositions pour rencontrer du public, ce qui est légitime. Hein. Notre métier, c'est de faire en sorte que du public rencontre des œuvres d'art et des artistes. C'est ça notre cœur de métier. On est là pour favoriser cette rencontre. Donc, voilà. Donc je pense que le constat, il doit être partagé, je pense, d'une forme qu'on est à bout de souffle d'un cycle, au bout de quelque chose. Mais qu'en même temps, pour plein de raisons différentes, on est en train d'en sortir de manière variée. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. J'aimerais bien porter la contradiction parce que ça serait plus vivant pour nos auditeurs, mais effectivement, je partage pas mal des constats qui viennent d'être faits, avec quelques petites nuances, me semble-t-il, c'est-à-dire suivant les sujets, suivant les domaines et suivant les points géographiques où nous nous situons les uns et les autres. La première, et je pense dans une enceinte consacrée à l'histoire de l'art, il faut quand même le rappeler, c'est pas un phénomène si nouveau que ça, c'est un phénomène qui s'est emballé. Bon, je ne reviens pas jusqu'au 19e siècle où les fréquentations des salons nous feraient pâlir d'envie aujourd'hui. Et il faut jamais oublier que c'est pas quelque chose qui est né particulièrement au cours du 20e siècle. Et au 20e siècle, ça commence, enfin on situe généralement l'Expo-mania à partir de 66 Picasso, 67 Toutankhamon, enfin avec le sous-chiffre de Toutankhamon qui traîne toujours mais qui est difficile à interpréter puisque c'est 1 200 000 visites mais sur 7 mois, donc on a tendance toujours à mal l'interpréter comme un record qui semble-t-il a été dépassé à Paris par une petite institution proche de Neuilly. Et donc, mais c'est quelque chose qui effectivement s'est amplifié. Je pense que quand on réfléchit un petit peu et quand tout simplement on feuillette les magazines et qu'on essaie de faire un petit relevé, la croissance des expos ne se porte pas sur tous les sujets. Et ça, c'est quelque chose qui effectivement est important de mentionner. C'est la croissance exponentielle. Elle est plutôt sur l'art du XXe siècle, schématiquement, enfin fin 19e, 20e siècle. Si on élargit le système sur Poussin, ça c'est pas, le délire n'est pas encore tout à fait là, ne serait-ce que parce que c'est de plus en plus difficile à faire. Donc, et sur les secteurs que, par exemple, le MUSEM traite, c'est pas non plus le délire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un nombre d'expositions des musées de société qui, au contraire, sont plutôt aujourd'hui en France, à l'exception bien sûr notable du musée des Confluences, sont plutôt en position, disons, beaucoup moins dynamique en termes d'exposition qui pouvaient l'être dans les années 70-80, dans la vogue de la nouvelle muséologie et des écomusées. Donc il faut faire attention que l'histoire n'est pas linéaire, enfin, dans ce domaine-là comme dans les autres, et ça je pense que c'est un point qu'il faut vraiment avoir présent en tête, parce que sinon on a tendance à le globaliser de manière un petit peu trop forte, et je pense qu'il faut l'appréhender sujet par sujet. Alors après, la question qui était posée était plutôt une question prospective, donc c'est toujours plus délicat évidemment de parler de l'avenir que du présent. Là, je partage absolument le constat qui est d'ailleurs fait depuis de nombreuses années. J'ai eu la chance de travailler à la Réunion des musées nationaux au début des années 90, dans le BISO Group, qui est un groupe informel qui rassemble les grands musées, les grands organisateurs d'expos. C'était quelque chose qui se disait déjà beaucoup. On refera plus jamais Cimabue, on refera plus jamais, évidemment, ce genre de choses qui ont été faites dans les années 80 à Paris, que pour des raisons d'écologie, effectivement, des œuvres, beaucoup plus que d'économie d'ailleurs, on aura du mal à monter dans les prochaines années. Alors,
comme on était un peu en retard, on parlait avec Sophie, donc c'est toujours intéressant de vous faire part des conversations préalables. C'est-à-dire qu'on a déjà fait la table ronde, c'est-à-dire qu'on se disait qu'il faut aussi beaucoup séparer en France Paris et le reste de la France, si on reste sur le seul champ français. C'est-à-dire qu'à Paris, on a la vision qu'on peut avoir, effectivement, une vision de croissance exponentielle et incontrôlée de l'offre d'exposition, des lieux et de l'offre d'exposition. C'est absolument pas le cas dès qu'on sort de l'Île-de-France. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple qui est le mien, à Marseille, il y a de la place encore pour ouvrir une bonne quinzaine de musées sans qu'on perde du public. Et d'ailleurs, l'ouverture du MUSEM est le symbole de ça. C'est-à-dire qu'on disait toujours Marseille n'a pas de public. Effectivement, les musées municipaux n'ont jamais dépassé 250, 290 000 visites par an, ce qui est peu, évidemment, à l'échelle parisienne, mais parce que l'offre proposée était très faible. Donc, le public était en jachère, et à partir du moment où on le travaille un peu, nous, on a 1,4 million de visites l'année dernière, donc plus de 600 000 sur les expositions. C'est pas parce qu'on est géniaux, c'est parce que le public, en fait, était en jachère. Et il y a beaucoup de... Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas réduire l'analyse de ce qui se passe dans le secteur des expositions en France sur le seul cas parisien. Ça, c'est le deuxième point que je voulais insister pour ouvrir le débat. Oui, alors je ne sais pas quoi rajouter parce que je vais peut-être faire la synthèse, puisque le constat, je le partage avec vous, messieurs. On est là maintenant dans une phase de stabilisation et de repositionnement de l'ensemble des établissements. On a connu les années 90 avec les saisons 1, Monet, Van Gogh, Gauguin, les années 2000, saison 2, et là on est déjà aux saisons 3 et on voit qu'on a un peu de mal à tenir. Tout simplement parce que, comme vous le disiez, Monsieur Martinez, il y a une question d'écologie, de conservation préventive des œuvres, il y a une question de coût, il y a une question d'emballement qui fait que ça devient de plus en plus difficile d'avoir les œuvres, donc se pose cette question de repositionnement et ce questionnement que nous partageons tous, de savoir comment finalement continuer à faire venir du public dans des musées où on sait que les collections ne sont pas toujours très attractives. Alors ma dernière expérience, j'ai passé cette année au musée Jacques Marandré, qui est une magnifique collection. Je travaille maintenant pour la collection Pinault Paris, qui n'est pas une fondation. C'est très important. Voilà, nous sommes une société, actionnaire unique. Monsieur Pinault a fait le choix de ne pas faire reposer ses goûts sur le contribuable français. Donc c'est très drôle parce qu'à chaque fois je le redis, fondation, on voit bien que la culture en France, les musées, les expositions, c'est le fait de la puissance publique et que les opérateurs privés, les acteurs privés, dès qu'ils ont un tout petit peu de légitimité, se voient adosser le mot fondation qui est magnifique. Je ne le remets pas en cause, mais nous ne sommes pas, nous, Bourse de commerce collection Pinault Paris, une fondation. Alors je reviens à mon propos d'un autre musée de collectionneurs que j'ai beaucoup fréquenté, que j'ai beaucoup aimé, qui est le musée Jacques Marandré, qui appartient à l'Institut de France. Je l'ai quitté il y a 1 an et je sais malheureusement que si nous ne faisions pas d'exposition, messieurs, mesdames, eh bien la fréquentation baisserait très rapidement à 100 visiteurs par jour. C'est déjà bien pour un très beau musée qui est un joyau, mais insuffisant et finalement ne répondrait pas forcément au choix des collectionneurs. C'est-à-dire que si Nelly Jacquemart a souhaité donner sa collection à l'Institut de France, c'est pour qu'on la voie. Donc je passe déjà finalement à la deuxième partie, qui est ce lien entre collection-exposition. Au musée Jacques Marandré, faire des expositions permettait d'éditorialiser la collection et de pouvoir, à travers une exposition comme les Fêtes Galantes, puisque le commissaire est présent, Christopher, n'est-ce pas, de pouvoir montrer le goût des Jacques Marandré pour les Fêtes Galantes. Quand on a fait tout simplement l'exposition Canaletto Guardi, c'est de montrer que Monsieur André, avec Monsieur Wallace, avait acheté 2 œuvres de Canaletto. Donc c'était, à travers les expositions, de pouvoir rééditorialiser la collection. Pour la collection Pinault Paris, la problématique est
un petit peu la même, finalement. C'est que M. Pinault, qui a on sait, une des plus grandes collections d'art contemporain au monde, puisqu'il a une collection qui dépasse largement plus de 3000 œuvres, numéros. Il a déjà montré 339 artistes, donc il ne montre pas que Jeff Koons, Damien Hirst et d'autres. Il a montré d'autres artistes moins connus, 339 sur 12 années d'activité à la Pointe de la Douane, Palazzo Grassi. C'est quand même un chiffre très important. Bien, pour M. Pinault, pour Martin Bétonneau, qui est le directeur général délégué, pour Jean-Jacques Ayagon, qui est le conseiller de M. Pinault, c'est une façon, en montrant les expositions, en éditorialisant la collection, de pouvoir montrer le regard du collectionneur. Donc je passe d'emblée, vous voyez, cher Annick, à la deuxième partie. Alors moi, j'avais peut-être une dernière question sur cette question des expositions, et votre transition est parfaite. Vous avez expliqué que, outre l'exposition faite pour aller à la rencontre du public ou faire venir le public, qui a été un des mobiles, des raisons de ces expositions, différentes en fonction des musées et des lieux où on se trouve, l'exposition est aussi là pour valoriser les œuvres d'une collection ou d'un collectionneur qui est à l'origine d'une collection. Est-ce que l'exposition n'est pas aussi un lieu de la recherche de l'histoire de l'art? Et est-ce qu'elle ne doit pas l'être? Et est-ce que ça ne justifie pas aussi sa raison d'être? Et ça, là, il me semble toujours été... Ça me semble important d'en parler dans le cadre de festival de l'histoire de l'art. Ma collègue vient de répondre, en effet, parce que la solution, je pense que la plupart des établissements s'orientent vers ce que vous appelez éditorialisation des collections. Dans ce champ des expositions, et je ne me place pas simplement à l'échelle de Paris ou de l'Île-de-France, mais à l'échelle internationale. Et pardon de prendre l'exemple du musée du Louvre, pourquoi ferait-on Valentin de Boulogne, pour prendre un exemple d'une commissaire ici? La seule justification, parce qu'il y a plein d'artistes du XVIIe siècle très intéressants, c'est parce que la plus grande collection de Valentin de Boulogne de France, elle est au musée du Louvre. Donc je pense que le lien dans on pourrait dire cette économie concurrentielle des expositions, le seul critère d'identité profonde, c'est ce lien avec la collection et avec la recherche sur les collections. C'est-à-dire que vous résolvez ainsi tous les freins à l'exposition. Vos collègues vous prêtent, parce que c'est légitime que ce soit vous qui fassiez Valentin et pas le musée d'à côté, parce que, vous savez, c'est une économie du don et du contre-don. C'est-à-dire on prête pour être prêté, pour être emprunteur et prêteur. Vous le faites en co-organisation avec les 2 ou 3 autres collections qui ont des Valentins de Boulogne, pardon de prendre cet exemple, mais j'aurais pu en prendre d'autres. Et du coup, vous faites découvrir le fait que, en effet, pour la peinture française de la première moitié du XVIIe siècle, le seul musée au monde où on a un tableau le plus complet possible, c'est au musée du Louvre. Donc du coup, moi, ce que j'ai essayé de faire depuis ma prise de fonction, c'est d'organiser des saisons où je fais le lien entre les collections permanentes et les expositions. C'est-à-dire que, puisque dans cette question du verre à demi-plein ou à demi-vide, là, donc, est-ce que vous remplissez telle mission ou telle autre, je pense qu'on n'a pas à choisir et qu'on a à essayer de faire le mieux les 2 missions. Aujourd'hui, de plus en plus, les collections permanentes sont traitées comme des expositions temporaires et des expositions temporaires d'une manière de plus en plus sérieuse comme les collections permanentes. Donc les 2 missions sont en train de se rejoindre et finalement la nuance s'estompe entre présentation temporaire et présentation permanente. Je dis ça parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a une catégorie intermédiaire qui est née, que sont ces présentations semi-permanentes. C'est-à-dire des galeries, je pense à ce que vous avez fait au Mucem, bien sûr, mais au Quai Branly, voilà. Donc aujourd'hui, nous, on fait ces présentations de la petite galerie qui durent 10 mois. De plus en plus, il y a des présentations dans les musées de 6 mois, 10 mois. Donc présentation essentiellement faite à partir des collections permanentes, puisque bien entendu, on ne peut pas avoir la même économie pour 10 mois que pour 3 mois. Donc avec la volonté, pour certains,
Pas pour moi, bien sûr. Donc de tricher sur les chiffres par rapport à ce que tu disais, c'est-à-dire que quand on donne les chiffres d'une exposition qui a duré 10 mois, c'est pas la même fréquentation d'une exposition qui a duré 2 mois et demi. Donc je me permets comme ça de dire aux journalistes qui seraient dans la salle qu'ils fassent attention à leur comparaison, parce que comparaison n'est pas raison. Donc voilà. Parce qu'ils adorent les tableaux. Alors il y a des tableaux partout, mais quand on compare une exposition qui a duré 10 mois et une exposition qui a duré 3 mois, on ne compare pas la même chose. Donc, et donc du coup, si cette frontière entre présentation permanente et exposition temporaire s'estompe, c'est bien parce que ce qui est commun, c'est le travail sur la collection. C'est-à-dire la collection comme lieu de recherche. Donc là aussi, ce n'est pas de la provocation de ma part, je ne connais aucune exposition qui n'a pas été, dont à l'origine il n'y a pas de recherche. Il y a obligatoirement une recherche sur une collection. Donc voilà, il ne faut pas s'imaginer qu'il suffit de, je ne sais pas quoi, faire une liste sur Google, je ne sais pas quoi, et qu'on sort une liste d'artistes et qu'on choisit des œuvres comme ça. Enfin ça, c'est un fantasme, il n'y a personne, ne serait-ce que parce que économiquement ce serait absurde, donc qui organise. Donc derrière chaque exposition, il y a une recherche. Alors après, il y a la liberté à faire ou à pas faire. Je répète, nous, le public, donc vous nous permettez au Louvre de faire Bouchardon. Je prends cet exemple. Bouchardon, qui est sans doute un des plus grands sculpteurs français du XVIIIe siècle, qu'on a fait avec le Getty, avec la volonté de promouvoir par cette exposition la recherche sur ce sculpteur et dessinateur, donc en publiant donc les dessins de Bouchardon conservés au musée du Louvre, puisqu'on a pratiquement tous les dessins de son atelier. Donc l'exposition a été le moment de la publication des dessins et de la publication de son œuvre, avec la volonté de présenter aux États-Unis, où il y a, comme vous le savez, une forte appétence pour l'art français en général et l'art français du XVIIIe siècle en particulier. Donc je dirais que la motivation scientifique était là. Ça a été l'occasion de revoir les salles du XVIIIe siècle du Louvre, qui n'avaient pas été revues depuis leur ouverture en 1993. Alors revoir, ça veut dire repeindre les murs, c'est des choses très concrètes. Changer les ampoules, nettoyer les vitrines, restaurer les socles, c'est-à-dire remettre en état. Parce que c'est l'autre sujet, comment on entretient un musée qui reste ouvert au public. Donc la mauvaise habitude française, c'est qu'on ferme, on refait tout à neuf, et puis on fait rien pendant 30 ans, et puis au bout de 30 ans, on referme, on refait tout à neuf. Donc ça, c'est l'habitude des musées français. Donc pour des raisons aussi écologiques et je dirais éthiques, on est en train à la fois d'effacer la frontière entre permanent et temporaire, et peut-être en remettant la collection et l'identité de la collection au cœur de la politique d'exposition. Donc, nous, on fait Valentin, mais par exemple, on ne fera pas une exposition pour laquelle on n'a aucune légitimité. Bon, je vous donne un exemple, vous savez peut-être que je suis spécialiste de sculpture grecque. Donc, moi, j'ai fait en 2007 une exposition Praxitèle, parce que c'était évident dans mon domaine de spécialité que c'était le Louvre qui pouvait porter cette exposition Praxitèle, alors que c'était mes collègues de Rome qui portaient une exposition Lysippe, pour rester dans les monographies de sculpteurs grecs classiques, et que c'était mes collègues allemands qui portaient une exposition sur Polyclète. Donc bon, il faut connaître un peu la discipline pour comprendre pourquoi, mais c'était une évidence. Donc on n'a eu aucun mal à avoir les prêts. Et donc Polyclète s'est fait à Berlin, Lysippe à Rome et Praxitèle à Paris, pour prendre cet exemple-là, parce que derrière, il y a la légitimité de la recherche sur la collection. C'est le moment aussi où on publie. Mais c'est facile de dire ça quand on a 8 millions de visiteurs, parce que, pour être honnête aussi, Bouchardon, en termes de fréquentation, certains ont estimé que c'était un échec, parce que cette exposition a attiré 60 000 visiteurs. Finalement, 78 000 visiteurs. Alors ça fait rêver dans beaucoup de musées. Bon, moi personnellement, je donne une très grande liberté au commissaire d'exposition. Je dis, je me fiche de savoir quelle est la fréquentation, mais je me fiche de cela parce que j'ai les moyens. Enfin, vous me donnez, enfin vous, donc c'est l'occasion de remercier le public. C'est le public qui me donne les moyens. C'est-à-dire que, l'idée aussi que dans les années 80-90, on gagnait de l'argent avec les expositions, elle est derrière nous. Aujourd'hui, on prend tous des risques à faire des expositions. Et la plupart des expositions, alors, vous savez, l'administration française est maniaque des comptes et de la comptabilité analytique, donc combien coûte une exposition, etc. Si vous mettez les salaires, etc., ça coûte de l'argent, et ça n'en rapporte pas. Voilà. Mais parce que ce n'est pas fait pour ça. Donc je reprends Bouchardon, peut-être qu'il n'y a eu que 78 000 visiteurs, mais on a restauré, rénové les salles de sculpture. On a pu aussi, à cette occasion, par exemple, acheter cette œuvre de Sali. C'est que la politique d'acquisition, pour moi, elle est liée aussi à la valorisation de la collection. On a pu publier sur Bouchardon et on a promu cet artiste aux États-Unis. On a fait l'essentiel de notre travail
En effet, ça nous a coûté de l'argent pour parler très honnêtement. Donc il faut trouver un équilibre entre ces expositions qui sont toutes liées aux collections permanentes, mais qui permettent de valoriser tel ou tel artiste. Sinon, on assiste à un raisonnement circulaire. On fait toujours les mêmes expositions avec les mêmes artistes. Hein. Donc, je ne vais pas monopoliser là-bas, parce qu'il y a d'autres exemples à donner. Mais... Oui, moi je voudrais rebondir sur la question justement du fait que les expositions dites temporaires et les expositions dites permanentes se sont estompées. D'ailleurs, ça vient d'ailleurs beaucoup, ne l'oublions pas, des musées de société et des musées d'histoire naturelle qui le pratiquent depuis pratiquement leur origine. C'est quelque chose qui était dans les musées d'histoire naturelle très, très classique depuis très longtemps, c'est-à-dire de faire des expositions parce qu'il n'y avait pas les mêmes contraintes qu'on a en matière d'exposition, des textiles, des dessins, et toute une série de contraintes techniques qui amènent aussi les expositions temporaires parfois à ne durer que 3 ou 4 mois. Quand vous avez à emprunter des documents à la Bibliothèque nationale, pour tous ceux qui l'ont fait, vous savez que votre exposition, à moins d'inventer plusieurs jeux de documents, ne pourra pas durer éternellement. Il y avait d'ailleurs un des papes québécois de la nouvelle muséologie, Michel Côté, qui a travaillé après au musée des Confluences à Lyon, qui avait un adage que je ne me résiste pas au plaisir de vous citer, qui disait qu'une exposition permanente, c'est une expo temporaire qui a trop duré. Donc, et ça disait bien effectivement déjà la préoccupation de cette nouvelle muséo d'être dans d'estomper cette logique-là. Pourquoi ces musées-là l'ont inventé? C'est pour des raisons très pragmatiques. C'est pas une construction théorique. C'est parce que ils ne pouvaient pas construire un discours ou une présentation ou un angle d'attaque sur un fait de société exclusivement à partir des documents qu'ils conservaient dans leur réserve. Donc il fallait déjà faire des expositions dites permanentes dans lesquelles la part d'emprunt était non négligeable, ou la part d'enquête collecte, ou la part de... si on rentrait dans les détails, on trouverait la genèse de cette... Ensuite, les musées d'art contemporain ont emboîté le pas. Est-ce que le Centre Pompidou a encore une collection permanente? On pourrait en discuter. Elle a une collection, bien sûr, mais la présentation bouge maintenant quand même avec une certaine régularité, peut-être pas assez d'ailleurs. C'est une question qu'il faudrait poser aux responsables. Mais en tout cas, on a vu apparaître ça dans les musées d'art contemporain. Et effectivement, aujourd'hui, on remonte dans le temps, et les musées, disons, qui traitent des siècles précédant le XXe siècle, se sont finalement un petit peu rapprochés de cette logique de l'expo dite semi-permanente. Alors, entre parenthèses, sémantiquement, c'est une horreur. Moi, j'essaie de traquer au MUSEM que ça sorte sur l'espace public, parce qu'on ne visite pas une expo semi-permanente. C'est-à-dire que c'est quand même un paradoxe. C'est-à-dire ça, c'est vraiment du jargon interne qu'il faut se garder parce que pour le public, c'est ce qu'il verra à l'instant T où il le verra. On serait d'ailleurs surpris, je me souviens au Centre Pompidou, c'était un peu le cas, on serait d'ailleurs assez surpris sur la non-perception dans le public, malgré la signalétique, de ce qui est permanent et temporaire. Il faut faire très attention à ça, et c'est d'ailleurs une problématique pour les responsables de musées, parce que la perception qu'on a en termes professionnels de ce qu'est une expo temporaire, parce qu'on l'a faite, parce qu'on sait qu'elle va durer 3 mois, n'est pas du tout évidente. Si vous consultez, et nous on le fait très régulièrement, des sources d'informations essentielles aujourd'hui pour les musées qui sont TripAdvisor ou des choses comme ça, vous apercevez qu'on attribue à la collection permanente des éléments qui sont en fait dans l'expo temporaire et réciproquement. Donc c'est pas seulement un défaut de signalétique, c'est aussi parce que cette notion-là, d'ailleurs même le mot temporaire, très souvent est écorché par les gens. C'est assez intéressant. C'est-à-dire, ils disent expo temporelle, c'est un mot qui a du mal à être. Et je crois qu'il faut jamais oublier ça, parce qu'on a tendance évidemment à. Alors semi-permanente, ça devient là du niveau de expliquer ce que ça veut dire. Ça devient très 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 compliqué. Oui, pour un rapport d'activité, oui, mais pas pour un communiqué de presse. Alors, donc il y a effectivement ce phénomène-là. Je pense qu'on peut dire qu'il est mondial. On l'observe partout. On observe aussi beaucoup
Il y a eu un article assez intéressant d'un chroniqueur de La Croix récemment qui a fait pas mal réfléchir dans le monde des musées. Certains d'entre vous l'ont sans doute lu, qui du brocardé, mais assez gentiment et de manière assez constructive, la mode qui consiste à mettre de l'art contemporain, y compris dans des collections archéologiques. Enfin bon, on connaît bien cette logique-là qui part d'excellents sentiments et qui parfois produit d'extraordinaires résultats. Enfin, si on prend par exemple les expériences qu'avait faites Neil MacGregor à la National Gallery, c'est des choses qui sont restées dans toutes les mémoires en Grande-Bretagne, mais il y a aussi toute cette évolution-là qui consiste à mixer les formules. Bon, on est en recherche. Pourquoi on est en recherche? C'est parce que on est quand même assez largement concurrentiel, ne l'oublions pas. C'est-à-dire que le public des musées n'est pas extensible à l'infini, hors grand tourisme. Le public des expositions temporaires est en général un public domestique. Donc, il faut se singulariser, il faut travailler. Donc, les formules qu'on essaie d'énumérer, les typologies de formules qu'il faudrait reprendre un peu plus systématiquement, sont en fait aussi des nécessités de singularisation d'un lieu d'exposition par rapport à un autre. D'ailleurs, pour compléter ton propos, on a commencé par faire des expositions dans les années 90 avec des durées de 2 mois et demi. Ces durées, parce qu'il y avait aussi une pression financière, sont passées à 3 mois, 4 mois, et maintenant, souvent, on est à 5, 6 mois. Donc, tout ça pousse vers, comme tu dis, le semi-permanent. On n'aime pas non plus, on n'est pas dans un monde de bisounours. Le mot permanent n'est pas très glamour pour le public. Et le mot collection, on se dit finalement la collection est là, on a toujours le temps d'aller voir, finalement non. Comme on sait que ce public il est avide d'événements, d'actualités, il faut effectivement, comme on le disait, éditorialiser, créer l'événement. Alors on sent qu'on est là dans une phase de repositionnement, à la fois, comme tu le dis, pour la concurrence, parce que Paris est de ce point de vue-là la première capitale au monde où il y a autant d'expositions. Je faisais un petit calcul par rapport à Londres et New York. La fréquentation des 10 premières expositions en moyenne sur Paris, elle dépasse 4000 visiteurs. À Londres, on est plutôt aux alentours de 3000. New York, par jour, New York, on est dans une moyenne entre les deux. Donc on sait qu'à Paris, le nombre d'opérateurs, qu'ils soient publics, privés, qu'ils soient galeries également, qu'ils soient les autres lieux qui se sont créés, je pense des lieux vraiment des lieux qui sont des lieux à l'avant-garde, comme le 104, qui ont multiplié aussi dans le domaine de l'art contemporain des expositions. Là, cette pression-là fait qu'effectivement, il faut qu'on arrive à retrouver un positionnement. Alors, pour nous, Collection Pinault Paris, pardonnez-moi, messieurs, je place un petit peu cette nouvelle institution qui va venir déranger un petit peu le paysage parisien à l'automne 2019. Notre sujet, effectivement, sera de créer des expositions à partir de la collection qui dureront à peu près 4, 5, 6 mois dans les différents espaces, puisqu'on aura à peu près 3000 m². On sait, on en discutait, Jean-François, que forcément notre venue va créer encore une fois un peu de mouvement à Paris. On va prendre du visiteur. C'est un peu ce qu'on nous dit, à qui vous allez prendre. Alors on va prendre peut-être un petit peu à Beaubourg, gentiment, au musée d'art moderne, peut-être ailleurs. On va aller chercher du public aussi, Monsieur Martinez, chez les touristes, parce qu'on sait que c'est aussi pour nous, vu notre positionnement, un endroit assez stratégique. Et donc, sans arrêt du côté de Paris, les nouvelles institutions bouleversent, comme une certaine fondation qui s'est créée non loin du jardin d'acclimatation, a bouleversé le paysage parisien et nous a poussé aussi à repenser notre modèle en matière d'exposition, parce que de tels acteurs, avec leur force, avec leur capacité sur des sujets quand même très importants à drainer du public, nous font réfléchir, qu'on soit dans le domaine du privé ou du public, à comment finalement arriver à être présent dans cet environnement parisien et français.
Quand on vous écoute, on a l'impression, à un certain sens, que vous êtes un prisonnier aussi de cette question de l'événementiel ou pas, ou pour certains, bon, c'est un peu de manière provocatrice que je dis ça, qu'il y a aussi une vraie dichotomie entre ce qui se passe à Paris et ce qui se passe en région. Ça serait peut-être bien aussi d'évoquer la situation des grands mais des petits musées de région. Et puis je me posais aussi la question au regard de cette nécessaire écologique évolution de la place ou de la façon dont on conçoit les expositions permanentes. Est-ce que la question aussi des dépôts n'est pas une question qui peut devenir plus prégnante ou qu'on peut envisager différemment au regard de cette évolution des expositions? Qu'est-ce que vous en pensez? Un mot peut-être, puisque le Louvre, vous le savez, enfin l'État français, avec les collections nationales qui sont affectées au Louvre, est à l'origine de ce projet, de ce musée qui vit à Lens. C'est un cas intéressant dans le domaine qui nous occupe ce soir, puisque qu'on a créé un musée sans collection, c'est-à-dire où sont montrées les collections du Louvre. Donc depuis 5 ans qu'il est ouvert, c'est plus de 2000 œuvres du musée du Louvre qui ont été présentées, soit dans une galerie, alors que là aussi moi je me bats pour pas qu'elle soit appelée semi-permanente, mais il n'arrête pas de l'appeler semi-permanente, parce qu'en fait c'est une galerie qui a été conçue pour 5 ans, donc avec des renouvellements de 20% tous les ans. Donc vous voyez un système. Alors là aussi, moi je leur dis, mais le visiteur qui y va, il ne sait pas que l'œuvre vient d'arriver ou que dans un an, il en a des nouvelles. Lui, il visite le musée à un moment T. Enfin, en tout cas, on a expérimenté par rapport à cette question qui devient un serpent de maître de la circulation des collections. Donc, à Lens, cette capacité à animer et à montrer des œuvres dans un espace, donc est un espace, cette galerie du temps, je ne sais pas si vous êtes allé à Lens et vous avez vu cela, et avec une galerie qui abrite des expositions avec un autre rythme. Donc il y a une exposition tous les 5 ans avec un renouvellement partiel tous les ans, une exposition dans laquelle on fait 2 expositions par an de 3 à 4 mois, et puis l'espace qu'on appelle le pavillon de verre, dans lequel on fait des expositions de 6 mois, donc avec essentiellement aussi les musées de la région. Je vous dis ça parce que du coup on a varié les hypothèses de présentation, aussi bien dans le domaine de la temporalité que dans le domaine de l'espace et de la relation avec les collections. Ce qui est très frappant, pour rebondir sur ce que disait Jean-François, c'est que le public il est très peu sensible à ça. Enfin lui alors il y a une forte identité liée à l'architecture. Donc, on va aussi à Lens pour voir ce bâtiment fait par ces architectes japonais. Donc, bon, on va y voir les collections du musée du Louvre, mais quand on interroge le public sur ce que sont les collections du musée du Louvre, on se rend compte dans les études qualitatives qu'il a du mal à le définir. Bon, c'est cette espèce d'équilibre ou d'alchimie entre un bâtiment, l'envie de voir les collections du Louvre et puis l'offre que l'on lui propose. Ce qui fait que quelqu'un qui vient, parce que l'enjeu aussi, c'est de faire revenir le public. Ça ne sert à rien de faire, pour parler franglais, un one-shot, d'accueillir beaucoup de monde la première année, la deuxième année. Donc c'est de la difficulté de toutes les nouvelles institutions qui ouvrent, c'est de durer. Donc je dis ça parce que finalement, le temps des dépôts, pour répondre à votre question, vous savez que, on va pas refaire l'historique des dépôts des collections nationales. C'est une volonté politique qui correspond toujours à l'idée que peut-être depuis Paris, on se fait de ce que doit être la culture. Il n'empêche qu'il y a une partie des collections nationales, donc qui appartiennent donc à chacun des citoyens français, qui sont comme cela dans des musées de région. Aujourd'hui, on est un peu à un tournant. D'abord parce que s'est posé la question progressivement de est-ce que ces dépôts ne devraient pas être affectés. Donc je ne sais pas ce que vous savez, Assemblée, mais progressivement, la plupart des œuvres qui ont été envoyées par l'État français dans les musées de région au XIXe siècle, aujourd'hui, donc ont été affectées. Donc n'appartiennent plus aux collections nationales, elles appartiennent au musée de la ville de Bordeaux ou au musée de la ville de Lyon, pour prendre 2 exemples célèbres. Donc la question se pose maintenant aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on fait des dépôts qui ont été envoyés au XXe siècle, avec la question épineuse de la période de la Seconde Guerre mondiale. Je dis ça parce que ce sont des débats. Et donc pour l'instant, si on n'affecte pas les dépôts qui ont été faits au XXe siècle, c'est essentiellement en raison de ces questions de provenance
et de cette période très complexe à étudier, qui est celle de la circulation des collections, donc dans la France occupée donc par la puissance allemande. Si je dis ça, c'est que du coup, cette non-affectation des dépôts du XXe siècle est en train de figer une situation qui est liée à l'état des collections au XXe siècle, et elle est un peu un frein. Parce qu'aujourd'hui, de quoi ont envie mes collègues de région ? Ils n'ont pas envie qu'on leur envoie des œuvres comme ça, parce qu'on déciderait que, je ne sais pas, la peinture française du XVIIIe siècle doit être mieux représentée partout. Bon. Ils ont envie de jouer leur petite musique, c'est-à-dire ils ont envie de mettre en valeur leur propre collection. Donc faire ce travail de dentelle, qui est un travail très fin, qui consiste à dire, bon ben voilà, si on veut rassembler de la peinture espagnole en France, peut-être qu'il faut le faire à Castres et renforcer cela. Si on veut présenter, je ne sais pas, le foyer de l'atticisme parisien, voilà, où est-ce qu'on le fait ? Est-ce qu'on le fait à Rouen ? Est-ce qu'on le fait à Caen ? Donc voilà, de choisir ces choses-là. Et ça, c'est pas moi et c'est pas l'État français qui doit le faire. C'est aussi la force de chacune de ces collections pour tisser le lien avec un territoire. Je ne sais pas si vous avez remarqué que ce mot surabondant apparaît constamment dans tous les discours politiques et maintenant de nos collègues. Voilà, donc il faut s'inscrire dans ce territoire. Si je vous raconte toute cette histoire, c'est que la politique d'exposition peut être un levier pour soulever ces blocages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des musées en région, dont je ne donnerai pas le nom, qui n'exposent pas les dépôts du 19e ou du 20e siècle. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont embarrassés par les collections nationales dont ils ont hérité, parce que ça ne dit rien ou ça ne dit plus rien de leur histoire, de leur volonté de rencontrer le public dans leur région. Et ils auraient envie d'autre chose, d'autres relations avec d'autres musées nationaux ou avec d'autres musées de la région. Et peut-être que l'exposition est à ce moment-là le moyen. Je donne un exemple, notre collègue de Grenoble, par exemple, qui voulait mettre en valeur son ensemble de dessins de l'école hollandaise. Mais il n'y a pas de peinture hollandaise, ou très peu de peinture hollandaise, à Grenoble. Donc, il nous a demandé de l'aider à monter une exposition où on a prêté un tableau de Rembrandt. Et le fait qu'autour de cette exposition, donc il a instrumentalisé l'événementiel pour publier sa collection de dessins et de gravures hollandais pour lequel il n'aurait eu aucun moyen pour le faire. Donc pour mettre en valeur un pan de cette collection qu'il voulait mettre en valeur parce qu'il y avait derrière un collectionneur, enfin, il y avait une histoire locale de la présence hollandaise à Grenoble. Donc bon... Et le prêt à long terme a été l'occasion de créer une exposition pour finalement mettre en valeur ce fonds. Donc peut-être que ce qui est devant nous, c'est ça, c'est de trouver non pas de nouveaux dépôts, mais les prêts qui permettraient aux musées de région de mettre en valeur, parce qu'on aurait, pardon de dire, qu'on échouerait si on vient voir les collections nationales et uniquement les collections nationales. C'est descendant et méprisant par rapport au patrimoine des musées en région. Donc peut-être que là, l'exposition pourrait être le levier pour mettre en valeur une collection permanente dans tel ou tel domaine. Vous avez aussi soulevé une autre question, une autre dialectique d'aujourd'hui, qui est la question du bâtiment et du geste architectural et des architectes contemporains, et notamment des nouvelles ailes ou des nouveaux musées, et le MUSEM en est un exemple, et la compatibilité avec la présentation des collections permanentes ou pas, ou d'expositions. Et parfois, le geste architectural prend le dessus par rapport au musée, parfois non. Parfois, c'est aussi une façon de faire revenir le public, aller à la rencontre du public. Mais c'est quelque chose il me semble, davantage présent aujourd'hui que n'était peut-être. Ça, j'ai peut-être tort, mais en tous les cas, ça pose des questions. En tout cas, pardonne-moi, Jean-François, je te vole la parole. Il y avait eu un petit ouvrage qui avait été écrit par Umberto Eco qui expliquait effectivement, il avait beaucoup réfléchi autour du musée des expositions. Il disait, en gros, on a eu plusieurs ères, et puis il y a l'ère, pardonnez-moi, du Guggenheim, Bilbao, et puis là, maintenant, on passe à l'ère du numérique, des expositions virtuelles. Je ne sais pas s'il a raison, on le saura peut-être dans 20 ans. En tout cas, il y a certainement deux approches dans ce domaine-là qu'on voit se dessiner depuis une vingtaine d'années. C'est soit, comme vous le dites, Annick, une approche assez événementielle, qui est une approche, on crée un bâtiment, on crée le choc du bâtiment,
Et puis finalement, après, on met la collection, et que ça soit d'ailleurs des collections ou des expositions, hein, mais on va créer à travers un geste architectural très fort, une présence soit d'une collection, soit d'exposition dans un lieu, en essayant finalement de se dire, voilà, c'est un espace pour revivifier le territoire local, que ça soit Bilbao, que ça soit d'autres espaces en France. Puis il y a d'autres approches. Il y a des approches peut-être un peu plus différentes, j'allais dire, où là, comme l'a fait François Pinault à Venise, au Palazzo Grassi à la Pointe de la Douane, comme il va le faire à la Bourse de Commerce, on prend des monuments avec une histoire par exemple très ancienne, comme pour la Bourse, qui remonte au XVIe siècle avec l'hôtel de Soissons, hein, et on crée un continuum dans cette histoire, un continuum de l'art, du monument et de l'histoire de l'art, en y intégrant l'art contemporain, pour essayer de faire sentir au public que tout ça, c'est finalement s'inscrit dans le temps et a du sens dans le temps. Alors, Monsieur Pinault a rénové la Pointe de la Douane avec un architecte que vous connaissez bien, qui est Tadao Ando. Il va se réinscrire à la Bourse de Commerce, bâtiment absolument que les Parisiens et les Français vont redécouvrir à cette occasion-là, avec un geste architectural à l'intérieur de la Bourse de Tadao Ando, permettant justement de pouvoir présenter les expositions, la collection d'art contemporain. C'est une autre façon aussi, peut-être, de s'inscrire et de tenter pour le visiteur de lui donner une compréhension, notamment dans l'art contemporain. Voilà, je t'ai volé la parole parce que le MUSEM, c'est un autre cas. Le MUSEM n'est pas si éloigné que ça, parce que la force, je le dis d'autant plus volontiers que je n'y suis strictement pour rien, mais puisque le concours date de 2002, le MUSEM a un petit peu cette caractéristique-là, parce qu'on pense que le public vient pour l'architecture de Ricciotti, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il vient aussi pour le Fort Saint-Jean. On n'est pas très loin de la logique passé-présent. Et pour les Marseillais en particulier, les deux jouent très fort, parce que le Fort Saint-Jean, qui est un bâtiment d'origine militaire, mais que le ministère de la Culture a littéralement massacré dans les années 1970 pour y installer les locaux de la direction des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, en y créant un magnifique bâtiment de béton rose, qu'on n'a pas pu faire sauter d'ailleurs, parce que je pense que le fort aurait subi des dégâts importants. Et donc, pour les Marseillais, la réouverture du fort, elle a été, j'allais dire, pas plus importante que Ricciotti. Ils sont très fiers de l'architecture de Ricciotti, mais il y a cette interaction intéressante, je trouve, entre le passé et le présent. On peut détester, on peut adorer, enfin ça c'est une question très subjective, et qui est assez différente de l'émergence architecturale d'un bâtiment qui arrive en rase campagne, comme on peut le voir même à Lens ou à Metz, où on est dans une logique beaucoup plus de l'architecture événementielle. Alors, pour revenir sur la question qui est posée, qui est la question bien sûr que les musées d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de visiteurs qui sont des musées tournés architecture. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve toujours un petit peu, c'est quand on oppose le vrai visiteur qui serait amoureux des salles et des expos du visiteur badaud, c'est l'expression qui est parfois employée par des instances journalistiques ou autres, qui serait celui qui aime se balader dans le Fort Saint-Jean ou dans l'architecture de Ricciotti ou au Louvre-Lens. C'est pas du tout une pratique culturelle sous-développée, enfin d'aimer l'architecture. Enfin, c'est quelque chose qui me surprend toujours. On est tellement centré sur notre nombril de collection qu'on a tendance à raconter là-dessus, je trouve, des choses qui sont absolument stupides. C'est-à-dire, si on était dans un débat de monuments historiques,
on serait très fiers et très contents d'avoir 1 million de visiteurs par an dans un fort de Vauban. Donc c'est ça qui est assez paradoxal. Il faut quand même imaginer que justement la réalité musée d'aujourd'hui est une réalité qui a fait exploser les catégories. Et ça, il faut qu'on le prenne une bonne fois pour toutes à bras le corps. Le musée est beaucoup plus... D'ailleurs, regardez, les spécialistes de ça connaissent ça par cœur. Regardez l'évolution de la définition internationale des musées par l'ICOM depuis 1946. Tout est dit. C'est-à-dire, le mot collection, qu'on le veuille ou non, il a tendance à apparaître au milieu de plein d'autres choses. Alors, il y a effectivement une dimension spectaculaire dans le musée d'aujourd'hui, mais pourquoi se voilerait-on la face et en serait-on honteux? Enfin, c'est ça qui me... Pardon d'être un peu polémique là-dessus, c'est pas à l'égard de mes chers amis et camarades, mais il y a souvent cette pensée-là qui est que finalement on a dénaturé le musée par l'architecture contemporaine. Mais, ouais, où va-t-on, quoi? Jean-François, je voudrais aller dans le même sens que toi parce que vous disiez qu'il y a eu une tendance récente au geste architectural. Je voudrais quand même rappeler que la création des musées au XIXe siècle, c'était d'abord que de l'architecture contemporaine et qui s'est imposée dans les centres-villes, donc souvent au détriment de bâtiments anciens. Si on fait, je ne vais pas refaire un historique dont je serais bien incapable, mais entre les musées installés dans les archevêchés après les saisies des biens de l'Église, qui sont toute une génération de musées en France, donc des églises désaffectées, des monastères, etc. Il y a quand même l'âge d'or du musée Troisième République, c'est quand même d'abord un geste architectural, c'est-à-dire c'est une cité, une municipalité qui affirme son identité en créant un bâtiment dans un style particulier qui allie à la fois l'audace de l'architecture de fer et le plaquage d'une architecture classique de marbre. Enfin, les villes françaises, lisez la littérature de l'époque, c'était très polémique. Il y a beaucoup de gens qui détestaient ce type de mise en scène. Donc ce n'est pas nouveau que le musée, que le bâtiment crée le musée. Donc c'est même la définition même du musée, puisque présenter des œuvres dans un musée, c'est les arracher à leur contexte. Alors il y a un cas particulier que je me permets de souligner, parce que le Louvre en est un bon exemple, qui est en effet, ce que vous disiez, la réhabilitation ou la transformation d'un bâtiment, parce que le musée du Louvre était un palais. Donc c'est une des dimensions, une des clés de succès du musée du Louvre, comme du Vatican, comme de l'Ermitage, c'est qu'on ne vient pas voir une collection. Donc moi aussi, je m'assure, y compris en interne, pour les gens qui se moquent, des gens qui se promènent au Louvre ou qui sont perdus au Louvre, mais c'est l'essence même du musée du Louvre. L'essence même du musée du Louvre, ce n'est pas un bâtiment qui a été créé pour montrer des collections, c'est un bâtiment qui a été créé pour mettre en scène donc le pouvoir royal. Et donc du coup, le visiteur a cette expérience, pour utiliser le vocabulaire de médiation à la mode, donc a cette expérience d'être à la place donc du souverain, et c'est ça qui vient chercher. Alors peut-être qu'aussi au musée du Louvre, à la fois la pyramide et puis plus récemment le département des arts de l'islam a fait que une des caractéristiques peut-être de l'audace des musées français, c'est cette alliance entre l'ancien et le nouveau, qui je trouve beaucoup plus réussi en France. Par exemple, aux États-Unis, je ne donnerai pas de nom pour ne pas me faire d'ennemis, mais où, quand il y a des nouvelles ailes de bâtiments, généralement, ce n'est pas toujours très, très réussi. Donc, je pense qu'il n'y a pas de tension entre le bâtiment et la collection. Je pense que tout ça, c'est une espèce de typologie de spécialistes. Fondamentalement, le visiteur, lui, il vient à la rencontre des œuvres et des artistes. Et bien entendu, ça suppose un bâtiment, ça suppose une muséographie, mais je crois qu'il ne faut pas trop mettre de barrières dans... Oh, ce n'était pas une question de barrière, c'est juste un constat. C'est effectivement si on regarde les 20 dernières années, on a eu quand même des gestes et des créations très importantes. Et on ne peut que s'en féliciter aussi, parce que du coup, le public a un attrait et vont dans les musées. Ils ne vont pas simplement, d'ailleurs, pour les collections, ils vont, comme tu le disais, Jean-François, pour découvrir un lieu, une création. Donc, il n'y a rien de polémique, absolument rien. Il y a au contraire, j'allais dire, si par là, le public et tous les publics
puissent s'intéresser à nos collections et à nos expositions, parce que effectivement, comme vous le disiez d'ailleurs en introduction, il y a des rénovations, il y a une façon nouvelle de présenter la collection. Eh bien, ça ne peut être que très bon pour nous, pour ce que nous faisons, pour notre devoir et nos engagements vis-à-vis de l'art et des artistes. Alors nous sommes très heureux parce que Sylvain Amic vient de rejoindre la table Deus ronde. ex machina, il apparaît à la fin. Et du coup, je souhaiterais lui Cœur céder chanté. lui Je suis donner absolument la navré, je parole. présente à tous toutes mes excuses. Il faut plus que 3h30 pour venir de Rouen quand on est un vendredi soir. Je suis navré, en voiture, ça ne marche pas. Donc je ne sais pas trop à quel point vous en êtes dans le débat. On avait On en préparé une était à table la ronde. fin et À la du fin. coup, je te céderai Et la parole pour d'accord, invoquer bon. le dernier point qui était celui du rôle du citoyen et du contrôle citoyen dans les musées. Oui. Peut-être qu'elle doit être et quel sera ou quel va être le rôle du citoyen dans, Oui, dans en effet, la pensée du musée. quand on a pensé à ce sujet sur le rapport entre collection et exposition, finalement, on vient très vite à interroger à quoi sert un musée et à quoi servent les collections. Et à partir du moment où, je pense que vous avez été tous d'accord pour dire que les collections sont au centre de notre action et que l'augmentation des coûts des expositions nous ramène à des réalités finalement assez prosaïques et à travailler autrement que simplement dans les expositions qui enchaînent les succès. Donc à partir du moment où on revient sur la collection, qu'on s'interroge sur son usage, la question qui nous est venue, c'est finalement la délégation que les conservateurs, que nous, gens de musée, nous recevons de la société. Est-ce que cette délégation, elle est si claire que cela? C'est-à-dire que si nos collections sont importantes pour nos concitoyens, si elles contribuent à leur éducation, à leur émancipation, à leur donner les repères nécessaires pour agir dans la société, et on sait d'ailleurs que c'est des facteurs très discriminants dans une carrière professionnelle, le fait d'avoir acquis plus jeune, par exemple, des repères dans le monde des musées et plus généralement dans celui de la culture, à partir de ce moment-là, le fait de travailler sur la collection est donc un enjeu, on va dire citoyen, républicain, essentiel. Et ce que l'on constate, c'est que nos concitoyens, ils ont une très haute idée dans les enquêtes d'opinion de la place des musées. Quand on leur demande ce qu'ils placent en tête, c'est le musée dans leur pratique culturelle ou dans ce qu'ils souhaiteraient pratiquer. En tout cas, dans la référence culturelle, ils placent le musée en tête. Donc on a un très grand capital de confiance auprès de nos concitoyens. Et la question, c'est est-ce que finalement, en opérant des choix, parce que nous, conservateurs, nous faisons tout le temps des choix d'accrochage, de monstration, des choix, on engage des fonds, on engage de l'énergie, on engage des moyens dans tel ou tel projet. Eh bien, est-ce qu'on opère en toute liberté, ou bien est-ce qu'il y a à un certain moment un regard de nos concitoyens sur notre action? Donc c'est peut-être donner des bâtons pour se faire battre, mais je trouve que dans le monde des musées, personnellement, il me semble que nous avons une grande latitude qui n'est jamais tellement contestée, sauf je dirais, scandale évident. Donc j'avais envie d'interroger nos trois amis participants qui ont assuré comme des grands qu'ils sont et, leur opinion par rapport à cela. Finalement, quand on exerce notre activité de conservateur, est-ce qu'on a bien un mandat de la société? En tout cas, ce lien en France, il est consubstantiel au développement des musées. Hein. Donc bon, moi je suis à la tête d'un musée qui est né avec la Révolution française, comme beaucoup de musées français. Donc il y a ce lien-là. La difficulté, peut-être pour répondre à cette question, c'est qui est ce citoyen? Quand un musée, je répète, comme le Louvre est visité à 75% par des étrangers, ce musée, cette collection, bien entendu, la collection appartient aux Français. C'est même le statut même des collections nationales. Mais qu'est-ce que ça signifie? Comment ce lien... Et quelle est la place de ceux qui ne sont pas français? C'est-à-dire, est-ce que ce musée, il est aussi pour le monde? Et comment il peut être pour le monde? Donc ça, c'est peut-être une difficulté liée au public international. Alors, je trouve que ce mandat n'est pas assez clair. Donc,
ne serait-ce que parce que, je dirais, les politiques en général ne le mettent pas assez en valeur. Aussi bien je trouve dans les collectivités territoriales qu'au niveau de l'État. Donc le fait que nous ne sommes que des délégataires, qu'on nous confie provisoirement la conservation et la gestion de collections qui ne nous appartiennent pas, donc ça c'est pas si clair que cela. Hein. Donc et c'est pas clair du tout dans l'expression publique, je trouve. Alors la clé de cela, je pense, et la révolution qui est devant nous, c'est l'accessibilité d'abord numérique et ensuite physique et matérielle des collections. Je pense qu'on sera crédible, et je me mets dans cette difficile affaire, quand on rendra compte véritablement en rendant accessible la collection. Donc l'enjeu, je l'ai dit au président de la République par exemple, c'est que la France se positionne dans le domaine de l'open data sur les collections publiques françaises, c'est-à-dire permettre l'utilisation donc des images des œuvres. La question, parce qu'on est en train de tuer le livre d'art, hein, on est en train d'empêcher une forme de diffusion. C'est un combat complètement d'arrière-garde. On est en train d'écraser avec un marteau une fourmi pour des raisons de je ne sais quoi, de concurrence commerciale. Enfin, bon, voilà. Donc ça, le jour où on rend accessible l'ensemble des collections, et il y a un énorme travail à faire, hein, donc n'importe lequel des citoyens français, mais aussi des citoyens du monde, puissent accéder aux collections nationales, déjà, on aura fait ce pas là. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, vous, ici dans l'Assemblée, ou le citoyen français qui est à Perpignan, ou pas citoyen français d'ailleurs, donc s'il veut travailler sur les collections mésopotamiennes du musée du Louvre, il ne peut pas le faire. Il n'a pas accès à ces collections. Donc, si on est vraiment au service de cette relation entre la collection et le public, on doit cette accessibilité. Ensuite, la vraie question, c'est aussi l'accessibilité physique, concrète, c'est-à-dire de rendre accessibles les œuvres. Les œuvres ne sont pas faites pour être dans des réserves, de la même manière qu'un musée n'est pas fait à l'origine pour faire des expositions, un musée n'est pas fait pour avoir des réserves. Donc, il est fait pour montrer les œuvres. Donc, c'est un des paradoxes du XXe siècle, hein, parce que on a toute une histoire des réserves à faire. Bon, mais ça, c'est l'autre enjeu, de rendre accessibles les collections. Mais si elles sont accessibles déjà sur un site internet et qu'ensuite on peut venir les consulter, l'accessibilité, je dirais, restaurera ce lien entre le citoyen et la collection. Aujourd'hui, la collection, je le dis, je suis à la tête d'un établissement national, les collections sont prisonnières de ceux qui s'en occupent. Donc elles ne sont pas redonnées au public. Et Jean-François, qu'est-ce que tu en penses ? C'est-à-dire, là aussi, c'est un petit peu différent suivant les domaines. C'est-à-dire que tous les musées ne sont pas dans la même situation. C'est-à-dire que dans les musées dits de société, comme dans beaucoup de musées archéologiques, comme dans les musées d'histoire naturelle, en fait, la réserve, c'est la base de données. On a eu droit, comme tous les... Oui, pardon, je t'interromps, mais ça veut dire que la réponse, c'est ce que vous avez fait, c'est le centre de conservation. Oui. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tout soit dans le musée, je suis en train de dire qu'il faut créer des outils qui permettent aux citoyens de venir consulter la collection en dehors de la manière dont nous l'exposons. Oui, de plusieurs manières, c'est-à-dire digitale, à distance, physique, etc. Mais c'est vrai que nous, on se fait régulièrement allumer, parce que c'est le mot à la mode, épinglé, les journaux disent épinglé, par la Cour des comptes et autres. Ils disent j'ai fait une réponse qui m'a valu pratiquement les honneurs de la Cour des comptes, puisqu'ils nous avaient reproché d'avoir 230 planches de skateboard. Et j'ai répondu que pour faire l'histoire du skateboard, c'était très insuffisant. C'est-à-dire que c'était une très grande méconnaissance de leur part de l'art du skateboard. Enfin, donc il est évident, en revanche, qu'on ne va pas avoir une collection permanente avec une salle skateboard. C'est tout à fait évident. Donc il y a beaucoup de musées. C'est pas le cas de la plupart des musées de Beaux-Arts où le rapport numérique, qui ne veut rien dire bien sûr, entre œuvres exposées, œuvres en réserve, est très différent. Et c'est vrai, mais c'est vrai aussi de l'art contemporain. Hein. L'art contemporain, le rapport réserve, œuvre exposée, est en train de ressembler au musée de société, dans lequel on va avoir d'autres problématiques que la problématique réserve ou salle.
Et ça, c'est quelque chose qui est très mal pensé par le politique et par l'opinion. Parce que pour l'opinion, le musée, c'est le musée de Beaux-Arts du 19e siècle où on accroche tout et que quand on prête une œuvre exceptionnellement, on met un petit carton sur le mur en disant « Désolé, l'œuvre est actuellement présentée dans tel et tel musée ». Mais il y a beaucoup d'autres musées en France et dans le monde qui ne sont pas dans cette typologie-là et qui ont des problématiques d'accessibilité qui sont des problématiques très originales et en général, je trouve, assez mal pensées. C'est-à-dire que, alors, il faut relancer cette vieille idée qui paraît parfois, ça fait sourire, mais de la réserve visitable. C'est ce qu'on a essayé de faire. Il faisait allusion à Marseille, ça marche bien. Enfin, c'est des choses qui sont pas du tout et à Lens aussi, c'est pas des choses obsolètes. Enfin, c'est des choses qui font sens, et qui sont difficiles à faire, difficiles à penser, mais qui sont des choses importantes. Et puis, mais il faut pas s'arrêter. Ta question était beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire que, en fait, le musée ayant proliféré un peu dans tous les sens, on peut d'ailleurs le regretter, mais c'est un autre débat, le responsable de musée, il est redevable devant la société de toutes les facettes aujourd'hui. Il n'est pas seulement redevable de la conservation, transmission des collections, il est redevable de laisser à ses successeurs, comme Jean-Luc le disait tout à l'heure, un musée qui ne soit pas nécessaire de refermer pendant 2 ans parce qu'on l'a laissé en jachère pendant 30 ans. C'est-à-dire un responsable de musée doit avoir comme objectif de laisser l'outil de travail dans l'état où la nation ou la collectivité la lui a laissé. Ça me paraît un défi extrêmement important. Et puis il y a toute la question qui est aujourd'hui, par la loi, hein, c'est pas moi qui l'extrapole, la loi de 2002 qui a quand même radicalement changé. Là aussi, on peut se poser des tas de questions. Le rôle du musée dans la législation française, qui met pratiquement à part égale, là aussi, c'est des questions qui sont des questions extrêmement complexes. La question de la médiation avec la question de la conservation des collections, ça occupe. Regardez la loi de 2002, vous verrez la question de la médiation, d'ailleurs, occupe plus de mots que la question de conservation des collections. Et donc, là aussi, le responsable de musée, il est redevable d'aller chercher les publics qui ne viennent pas au musée, de se poser la question pour lequel. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a du mal à trouver des gens qui ont envie parfois de se faire ce job, parce que c'est plus un job de conservateur stricto sensus, hein, on le sait bien. Et alors il y a des conservateurs extraordinaires qui savent le faire. Il y a également des gens qui sont venus d'autres horizons qui ont essayé d'apprendre à la longue ce métier qui est un vrai métier avec des tas de facettes et autres. Et donc c'est ça la problématique, je trouve, du musée par rapport à la cité. Moi j'ai parfois le sentiment, mais je crois que je ne suis pas le seul à l'avoir, qu'on met sur nos épaules beaucoup trop de choses. C'est-à-dire que le musée il a presque même hérité dans certaines... et ça c'est peut-être moins vrai à Paris que dans d'autres, que chez nous. Il a même hérité de prérogatives qui, il y a 25 ans, étaient la prérogative de la Maison de la Culture. Vous voyez, il y a quelque chose... Alors là aussi, on peut se poser des tas de questions. Donc on a beaucoup chargé la barque, ce qui veut dire que la problématique professionnelle et sociétale du responsable de musée aujourd'hui est devenue extrêmement difficile à appréhender. Si on lui demandait que de conserver et transmettre les collections, je dirais d'une certaine manière, je ne dis pas que le boulot est facile, il ne l'est pas techniquement, et ça suppose des hauts niveaux de compétences, et surtout un travail d'équipe est extrêmement important, mais il y a beaucoup d'autres choses aujourd'hui, qui d'ailleurs parfois entrent en collision avec la question de la conservation et de la préservation et de la mise en valeur des collections. Sophie, quand on est dans des dépôts privés d'œuvres d'art en Suisse ou ailleurs, des stockages, et qu'on se promène, je ne parle pas pour vous, je parle en général, on voit des caisses gigantesques avec marqués les noms les plus prestigieux de l'art contemporain, et on se dit, mais il y aurait là de quoi remplir plusieurs dizaines, centaines de musées dans le monde. Donc évidemment, le rôle des collections particulières et donc du privé n'est pas le même. Comment, à la collection Pinault, justement, vous envisagez cette responsabilité vis-à-vis de la société dans l'idée de donner accès? Il n'y a pas tant une responsabilité que de mission. Il y a un engagement d'un collectionneur envers des artistes avec qui il a noué des relations amicales, de fidélité, d'engagement envers eux, de montrer leur œuvre dans le temps. Par exemple, comme il le fait avec Stingel ou avec Martial Reis ou avec Polke ou avec tant d'autres artistes. Donc,
on n'est pas tout à fait dans le même sujet que pour les musées publics. Là, c'est un collectionneur privé qui décide, par son engagement avec les artistes, de pouvoir montrer l'évolution de leurs œuvres, l'évolution aussi, peut-être aussi de son goût, parce qu'il a changé en 40 ans. François Pinault, il a commencé sa collection dans les années 70. Donc de trouver à travers ces lieux qu'il investit des espaces, des espaces qui permettent de montrer dans le temps, dans un temps long, parce que par exemple à la Bourse de commerce, c'est un temps très long, c'est un bail qui a été fait avec la ville de Paris de 50 ans. Donc Monsieur Pinault, ça dépasse largement Monsieur Pinault. C'est Monsieur Pinault, son fils, ses petits-enfants. Donc on se situe là dans le temps. Et il n'y a pas de mission, d'intérêt général. Non, il y a un engagement d'un collectionneur, d'une famille de collectionneurs auprès d'artistes, de montrer leur œuvre et d'être présent dans l'art de son temps. Et c'est pour ça qu'on en revient à la première discussion sur exposition, collection. On est dans ce mouvement avec ce collectionneur, avec ces collectionneurs, parce qu'il n'y a pas que François Pinault, il y a bien d'autres collectionneurs, de montrer à travers cette éditorialisation l'art de son temps. Voilà. Quand on voit nos collègues américains, surtout je pense aux musées universitaires, on a parfois des fonds qui proviennent de collections privées, donc des grands collectionneurs qui, comme François Pinault, ont toute leur vie amassé une collection, puis qui ont donné à l'université dans laquelle ils avaient fait leurs études, ou dans d'autres universités. Et on voit que ces collections, elles sont le support, un peu comme le Louvre et l'école du Louvre, de l'enseignement. C'est-à-dire que l'accrochage, la présence des œuvres est justifiée et nécessaire, et donc est la plupart du temps permanente, pour l'éducation. En revanche, chez nous, nous n'avons pas d'engagement d'exposition permanente particulière sauf obligation légale par la volonté du donateur, etc. Donc je trouve qu'il y a un rapport un petit peu différent entre ce que la collection peut permettre de créer comme support, comme ce que la collection peut construire chez nos individus, chez nos jeunes gens, chez des individus, et dans les musées français, comment une certaine liberté finalement, nous jouissons d'une certaine liberté pour utiliser la collection pour des prêts, pour des expositions. Vous savez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de contre-prêts, c'est-à-dire que quand vous demandez des œuvres en prêt, souvent, il arrive souvent de répondre plusieurs années plus tard, quand c'est de bonne loi, et sinon de façon même un peu, de façon immédiate, avec un contre-prêt qui est demandé par l'institution qui prête. Donc ma question ce serait, c'est à partir du moment où les collections restent la chose nationale, à partir du moment où on est d'accord qu'elles ont un rôle éminent pour les individus, les choix que nous opérons avec ces collections, finalement, c'est un peu ce que tu as dit, mais est-ce que les choix que nous opérons sont-ils contrôlés par les citoyens ? Ce que nous faisons aujourd'hui, par exemple, c'est peut-être mettre un petit peu à nu les politiques muséales. En général, ce sont des choses qui ne sont pas vraiment dites dans les réunions publiques. Donc, comment ça se passe, tous ces choix-là. Donc, tous ces choix que nous opérons, de montrer des collections, d'avoir un discours dessus. Est-ce que ce discours peut être neutre également ? Est-ce qu'il doit être comment est-ce qu'il peut s'exercer ? Tous ces choix-là, me semble-t-il, ne sont pas très bien clair dans la délégation que nous recevons dans la gestion des collections. Donc, est-ce qu'il y a une capacité des citoyens, sinon avec leurs pieds ou avec leurs tweets, de contrôler finalement l'usage que les professionnels que nous sommes faisons des collections nationales ? Le premier contrôle, c'est de venir ou de ne pas venir. Donc, le succès... moi, je ne crois pas que les gens viennent voir qu'il y a une erreur, que le public se trompe, je ne crois pas ça. Donc, mais à proprement parler, il n'y a pas de formalisation de cette reddition de comptes, puisque tu utilises un vocabulaire démocratique. Dans les sociétés démocratiques de l'Antiquité, il y avait en effet une reddition. On a fait quand même un progrès avec, dans notre langage technocratique, ce qu'on appelle des projets scientifiques et culturels,
qui est tout de même que par rapport à nos prédécesseurs, nous devons présenter des projets dans lesquels nous expliquons ce que nous voulons faire. Bon, alors c'est soumis à un certain nombre d'instances. Bon, je vais me dire, c'est peut-être pas vraiment suffisant. Bon, je pense que tu fais peut-être allusion à ce qu'on peut expérimenter, c'est-à-dire du fait de demander aux usagers de s'emparer de la collection, voire de choisir des œuvres, notamment des œuvres qui ne voient pas et qui sont en réserve. Bon. Je pense que toute expérimentation est bonne. On se pose la question, Claire Barbillon, la directrice de l'école du Louvre, n'est pas là aujourd'hui. Elle parle demain, je crois, de cette expérimentation au sein du Louvre, de l'école du Louvre. C'est-à-dire l'exposition est aussi un lieu d'apprentissage du métier, mais aussi de relation avec le public. Qu'est-ce qu'on veut montrer? Donc ce serait peut-être possible. C'est aussi ce qu'on essaye d'expérimenter avec cette volonté de faire circuler les œuvres. Vous savez, bon, vous avez peut-être entendu parler du fait que Beaubourg, le Quai Branly, plusieurs musées nationaux, je parle de l'Île-de-France, ont cherché à sortir leur collection, donc les présenter au public. Donc ils arrivent à le faire, c'est une opération un jour, une œuvre. Donc on le fait avec certaines catégories d'œuvres. Donc ils peuvent se déplacer en une journée et revenir au musée. Bon, on peut expérimenter, mais c'est vrai que si ça permet un jour de restaurer la relation entre la collection et son public, ça ne peut être que des expériences donc, à l'échelle d'une collection. Mais je ne minore pas l'effet que ça peut avoir d'apporter. Nous pensons par exemple à la collection de dessins ou de gravures, donc de les faire circuler en Île-de-France et avec bien entendu des groupes constitués pour qu'ils organisent leur propre exposition à partir de ces ensembles. C'est-à-dire un rapport complètement différent à l'œuvre. Alors, Jean-François dirait que dans les musées de société, ça fait longtemps qu'on a fait ce pas-là. Moi, j'ai une petite expérimentation, parce que ce n'est pas du tout mon domaine, à Lens, où on a voulu, en faisant une exposition sur les souvenirs, enfin une collecte d'œuvres et d'objets et de témoignages en relation avec le club de football du Louvre-Lens, du RC Lens, donc de faire venir le public du football donc à l'intérieur du musée pour leur expliquer que la patrimonialisation, c'est-à-dire le fait qu'on prend des objets qui avaient un usage, donc que cet usage ne vaut que si on collecte et on rassemble le témoignage de celui qui l'a collecté, de celui qui l'a fabriqué, voilà, et que c'est finalement la démarche des musées. Bon, il y a des gens qui n'ont pas du tout apprécié qu'on fasse ça, mais ça a inversé la relation descendante qu'on peut avoir, nous, comme institution, vis-à-vis d'un certain public. Et notamment, alors que, pour ceux qui connaissent Lens, le stade Bollaert, il est à 200 mètres du musée, et ben on a vu venir des gens au musée qui fréquentent le stade, qui est très très fréquenté, hein, c'est un club de football très très dynamique, et des gens qui, au bout de 4-5 ans, n'avaient jamais mis les pieds au musée du Louvre-Lens. Donc, parce que finalement, on avait fait cette démarche-là. Alors bien entendu, je pense que ces expérimentations pour rendre le public actif, lui rendre la collection... et peut-être une part de décision aussi. Et une part de décision. Alors après, le problème, c'est que là aussi, hein, donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les effets à moyen et à long terme. C'est-à-dire qu'on aura gagné quelque chose hein, parce que ce qui nous anime, je pense, c'est que nous, on pense qu'on gagne quelque chose à fréquenter le musée. Sinon, on n'aurait pas fait notre métier. Bon, donc c'est ça qu'on veut faire partager. Mais je me méfie. Bon, toute expérimentation est bonne à prendre, mais ça se juge sur le moyen et le long terme. C'est-à-dire, est-ce qu'ensuite, on arrive à faire revenir... ces gens au musée. Jean-François, est-ce que dans les arts populaires, justement, on a une relation plus directe avec la population avec les collections et les choix que l'on opère? Je dirais oui et non. On l'a longtemps pensé. Il y a le mouvement auquel on faisait allusion tout à l'heure des écomusées le pensait, c'est-à-dire on voulait inventer un nouveau type. Et finalement, il y a eu aussi, je pense, dans la dynamique des arts et traditions populaires, une logique parfois un peu condescendante. C'est-à-dire qu'en fait, on allait faire de la participation active des citoyens et des usagers, précisément sur ces champs qui n'étaient pas les champs de la culture légitimée. Et aujourd'hui, je pense que
si les musées de société se posent beaucoup de questions, c'est en partie à cause de ça. C'est que cette évidence n'est pas aussi évidente que ça. C'est peut-être plus facile finalement d'élargir le champ de l'intérêt au musée ou à la société sur du dessin que sur une collecte de pratiques culinaires. Enfin, pour prendre deux exemples qui ont l'air complètement opposés. Donc c'est un vrai questionnement. Bon, après, il y a des choses qui ont été évoquées, mais qui sont des éléments, je pense, de nature assez différente. C'est-à-dire qu'il y a j'allais dire, une première rubrique d'expériences qui ressortissent de la logique de l'élargissement de nos publics. Ça fait partie, je pense, de notre mission. On sait aujourd'hui, on sait tous, alors depuis un moment, que les politiques tarifaires, qui étaient le parangon du système de l'élargissement des publics, elles ont atteint des objectifs énormes. Rappelons que quand même le musée a progressé. On a toujours tendance à dire les pratiques culturelles stagnent, mais le musée a progressé en France de manière assez spectaculaire, en particulier dans la tranche des 35-40 ans, des 35-50 ans de ces dernières années, puisqu'on a quand même gagné 10 points en 10 ans. On ne le dit pas assez, c'est considérable. C'est des chiffres qui ont été sortis dans le rapport à l'occasion du rapport de Jacqueline Edelman sur les musées du XXIe siècle, qui sont passés complètement inaperçus, et on continue à entendre les pratiques culturelles stagnent. Non, elles ne stagnent pas. On a d'autres problèmes, et c'est un autre sujet aujourd'hui sur les plus jeunes, c'est-à-dire qu'il y a le décrochage qui se produit sur les adolescents, post-adolescents, personnes de 20 ans. Mais la tranche d'âge au-dessus, finalement, a été plutôt bien convertie. Donc ça, c'est des logiques d'élargissement qui consistent à travailler. Il y a eu un appel récent du ministère de la Culture qu'on avait suggéré d'ailleurs dans le rapport Edelman et qui a fini par être fait sur le musée hors les murs. Enfin, il y a des aller à la rencontre, aller à la recherche, ça c'est un premier sujet fondamental. Hein. Il faut pas, et très difficile avec Après, il y a le partage de l'expertise. Le deuxième sujet, c'est un peu les logiques. Est-ce que on peut, et dans quelles conditions, et sur quel sujet? Est-ce que c'est pas du gadget de faire des commissariats partagés? Nous, on l'a fait au MUSEM. C'est presque, j'allais dire parfois, si j'étais un peu provocateur, je dirais c'est parfois plus intéressant pour l'équipe de conservation que pour les cobayes. Mais c'est pas mal en même temps. C'est-à-dire c'est pas mal de temps en temps de partager. Je suis pas sûr que les usagers soient autant passionnés qu'on le croit, mais pour l'équipe de conservation, ça oblige à se poser des questions fondamentales que dans le feu roulant des activités quotidiennes, on se pose peut-être moins. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que d'écrire un objet, enfin, des choses comme ça, qui paraissent des choses complètement acquises et qui, quand on est confronté à des collégiens, par exemple, comme on l'a fait, c'est pas du tout évident à travailler. Alors, je pense qu'il y a ces rubriques-là. Après, il y a les véritables comités d'usagers. Certains musées du nord de l'Europe le pratiquent avec beaucoup d'énergie et avec des choses qu'il faudrait regarder. En France, pour l'instant, c'est très embryonnaire. Ça s'est fait ponctuellement. Nous, on est en train, avec des commissaires d'une exposition qui a lieu l'année prochaine sur les îles, de le faire à plus grande échelle sur une expo, parce qu'on voulait aller un peu plus loin là-dessus et voir qu'est-ce que pouvait donner un véritable comité d'usagers. Pour l'instant, ce sont des pratiques qu'il faut mener, qu'il faut évaluer et qu'il faut, ensuite communiquer professionnellement. Puisqu'on vient de parler de rendre la parole aux usagers, peut-être qu'il conviendrait de rendre la parole à la salle et aux auditeurs pour savoir s'il y a des questions avant de conclure. Annick ? Bonjour, merci beaucoup pour tous vos commentaires et renseignements sur les musées. Je suis Katharina Kolb du Centre allemand d'histoire de l'art. Notre directeur l'a certainement déjà rencontré, Monsieur Martinez. Je vais à vous poser tous une question par rapport à la recherche des jeunes chercheurs que j'accompagne en fait au niveau de la communication. Nos chercheurs peuvent aller au Louvre autant qu'ils veulent en fait, pour fréquenter en fait, les œuvres, pour étudier. Est-ce que, et là je m'adresse particulièrement à vous, j'ai aussi travaillé pour une collection privée qui a donné accès à des jeunes chercheurs. Est-ce que la collection de Pinault fera le même pas, la gratuité pour la recherche? Vous savez, Monsieur Pinault est, je pense, quelqu'un de à la fois généreux, très ouvert. Quelques exemples. Par exemple, il a créé le prix Pierre Daix, prix du livre d'art. On en parlait là tout à l'heure. Donc c'est un geste très citoyen dans un domaine, comme vous le disiez, qui est quand même très difficile. On a une revue
une revue qui paraît 2 à 3 fois par an, qui est la revue de la collection Pinault. Voilà. Et donc, dans cette revue, il y a beaucoup de contributions de chercheurs, de conservateurs, d'historiens de l'art sur nos artistes, sur les artistes, sur la scène artistique contemporaine. Donc, bien entendu, madame, on est au contraire très ouvert, très réceptif. Je crois que c'est déjà ce qui est le cas au Palazzo Grassi à la Pointe de la Douane. Ça le sera également à la Bourse de commerce. À Paris, très bien. Ouais. On sera voisins, en fait. Voilà. Bonsoir. Moi, je voudrais revenir sur le sujet de l'exposition et j'avais une question, moins pour Sophie Auvanessian, avec laquelle j'ai le plaisir de travailler, plus pour ces messieurs. On parle d'exposition, on parle de collection, mais est-ce que c'est pas plutôt, est-ce qu'il ne faut pas plutôt déplacer la question sur la question de la narration, du récit? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de narrer ou de raconter les œuvres, l'histoire de l'art? Vous parliez de partage avec un plus jeune public. Je pense qu'ils sont sensibles à cette question de la narration, du récit, qui peut se faire par d'autres formes, tout en conservant une magnifique qualité dans ce récit et cette narration. Est-ce qu'on n'est pas aussi focalisé sur une forme? Oui, moi, comme je n'ai pas entendu le début des débats, en tout cas, l'expérience que nous avons, c'est qu'il est évident que les objets que nous présentons, œuvres d'art, objets de collection, etc., sont totalement polysémiques et que nous en tant qu'institution et que comment dire, garant de ces institutions, nous sommes tenus de diffuser un discours qui va être vérifié, qui va être étalonné, qui va être actualisé avec l'avancée de la recherche, mais bien entendu, l'histoire de l'art, pour parler de l'histoire de l'art, n'est pas le seul discours sur un objet. Il y a l'histoire des mentalités, il y a l'histoire des sciences, il y a l'histoire des... voilà, ça peut être la littérature, ça peut être, etc. Donc on voit très bien que quand on invite d'autres spécialistes, ou des non-spécialistes même, à apporter un regard sur les collections, on ouvre le champ des interprétations, on ouvre le champ des possibles, sans jamais se départir de notre fonction, qui est celui de donner notre discours d'historien précis que la société attend de nous. En revanche, à partir de ce moment où on tient ce cap, je pense que l'ensemble des discours peut être entendu, et des narrations également. Vous parlez de narration, et quand vous disiez exposition, collection, ce qui a été dit justement lors de l'argument de Rouen le 22 novembre, c'était une des dernières tables rondes, c'est que la frontière entre collection et exposition a tendance à disparaître. Aujourd'hui, quand on va au Louvre, on va au Louvre. Voilà, hein, on va au Louvre pour voir le Louvre, pour voir ses collections, pour voir son offre. C'est une offre c'est l'hyperlieu. On parle souvent à Serge Lasvigne, également pour le Centre Pompidou. Et dans ce qui a été le point de départ de notre réflexion sur ce rapport collection-exposition, il y avait le livre de Francis Haskell, publié en 2000, Le musée éphémère, qui parlait justement de la montée en puissance, vraiment l'irrésistible ascension des expositions dans les musées. Et il disait une chose, c'est qu'il disait, maintenant mes amis, quand je leur dis je suis allé au Métropolitain ou je suis allé au Louvre, ils me disent « Ah, qu'est-ce qu'il y avait à voir ?» Et alors il dit « Mais ça me sidère, parce et jamais on n'aurait posé une question il y a 20 ans. » Donc la question de l'actualité, c'est une question importante, mais cette actualité, elle peut se faire à travers justement les nouvelles formes de narration et la mixité que l'on peut organiser autour des collections et dans le rapport entre espace temporaire et espace permanent. Je crois que d'ailleurs qu'au Louvre... Jean-Luc, vous avez commencé à repenser ce rapport. Vous en avez peut-être déjà parlé, oui, sur des salles qui sont en cours d'aménagement. Bien, merci beaucoup à tous, aux intervenants, à l'idée, aux arguments de Rouen, à l'INHA aussi, qui est partenaire, et surtout au public qui a été très attentif et patient. Donc rendez-vous le 10 octobre à Rouen pour la prochaine édition. Voilà. Les femmes, le genre, les musées. On l'a annoncé en début. Et rendez-vous demain matin pour la suite du festival également jusqu'à dimanche soir. Merci.